J'ai souhaité faire ce point de presse pour, comme je l'avais réalisé l'an passé en tant qu'adjoint à la culture avec Hélène Mandron, pour vous donner un petit peu l'état de l'ensemble des propositions culturelles qui vont être faites par la ville de Montpellier. Bien entendu, j'aborderai aussi, si vous le souhaitez, une partie de la politique culturelle de la métropole, puisque les deux politiques vont assurer une complémentarité de plus en plus prégnante dans le temps. L'an passé, j'avais proposé aux journalistes de faire le point sur l'ensemble des expositions, des manifestations culturelles de la ville de Montpellier. C'est ce que je me propose de faire aujourd'hui avec l'adjoint à la culture, Cédric de Saint-Jean, avec Anaïs Danon, directrice de la Panacée, ici dans ce lieu, et c'est pas pour rien que je l'ai choisi, et avec Jean-Paul Montanari, que je remercie d'avoir accepté cette invitation, et que je remercie surtout d'avoir accepté de piloter la ZAT, la prochaine ZAT qui se trouvera dans le quartier des Grisettes. C'est une vieille lune, je vais commencer par ça. C'est une vieille lune que je poursuis depuis longtemps, d'abord avec Mathilde Monnier, puis avec Jean-Paul Montanari, que de faire évoluer la conception de la danse et de proposer aux Montpelliérains de rencontrer à nouveau cet art dans la rue, sur l'espace public, sur les places publiques. Et l'occasion nous était offerte de pouvoir, au cours de la prochaine ZAT, eh bien, dédier cet événement culturel à la danse. Ce n'est pas la première fois que j'organisais l'espace public de la sorte, puisque lorsque j'ai conçu le plan du quartier République avec l'architecte Nicolas Michelin, j'ai volontairement travaillé avec lui et Mathilde Monnier à l'époque. La dilatation, comme disent les urbanistes, de l'espace public, afin de pouvoir recevoir l'ensemble des manifestations culturelles et aussi travailler l'accessibilité pour les publics handicapés, pour les publics dits empêchés. La ZAC République sera un exemple d'accessibilité et son espace public sera également un exemple pour la danse parce qu'il a été imaginé pour recevoir des spectacles de danse populaire. Lors du dernier point de presse, j'avais proposé les 3 orientations de la politique culturelle de la ville, qui étaient orientées dans un premier temps sur la danse et sur l'art contemporain. J'avais ensuite évoqué l'accès à la culture pour tous, et puis le regard sur la Méditerranée. Dans le cadre de la danse et de l'art contemporain, j'ai évoqué la danse, et Jean-Paul, je lui donnerai la parole après pour le spécifier davantage. Et pour l'art contemporain, si je la fais à la Panacée ici, je répondrai à toutes vos questions après, c'est parce que je n'ai pas du tout l'intention de modifier la trajectoire de ce lieu. Ce lieu est un lieu culturel de la ville qui traite des arts numériques, qui traite des nouvelles écritures, qui a une dynamique nationale et internationale particulière. Et son directeur, Franck Bochard, avec qui nous avons passé un accord, poursuivra avec Anaïs Danon, directrice de la Panacée, de grandes expositions dans lesquelles nous insérerons quelques expositions de la ville, parce que ici, ce n'est pas une république libre, c'est un lieu municipal. Je le dis depuis le début. De même que l'Opéra Comédie n'est pas une république libre, de même que le Corum n'est pas une république libre, de même que le Zénith n'est pas une république libre, ce sont des lieux qui appartiennent et financés par les collectivités locales. Ils sont sous la gouvernance de directeurs artistiques à qui on donne toute liberté, toute latitude. Cependant, dans l'année,
on peut concevoir aussi que la ville y impacte une série d'événements culturels dont elle est, pas propriétaire, mais dont elle est partenaire. C'est ainsi que, pour la Panacée, eh bien, nous avons proposé de recevoir avec Illusion et Macadam le festival Tropisme. C'est ainsi que pour la Panacée, cette année, nous recevrons pour la première fois les boutographies. Et que je sache, les boutographies, c'est bien un festival de photos international dédié à la jeune création, qui a toute sa place ici. Et puis, nous recevrons à la Panacée le salon du dessin contemporain qui se trouvait à Sainte-Anne et qui trouve sur les murs de la Panacée un lieu d'expression merveilleux. Ça s'appelle utiliser au mieux les lieux culturels de la ville. Cela n'empêche pas que, ensuite, la programmation de la Panacée se fera comme elle doit se faire, et je n'ai pas à intervenir dans les choix de son directeur artistique, Franck Bochard. Ensuite, je parle là de l'art contemporain. Ensuite, nous allons poursuivre sur l'art contemporain avec les expositions au Carré Sainte-Anne, dont parlera Cédric de Saint-Jouan, et celles qui seront au pavillon populaire, autour de la photo. Gilles Morat est un excellent directeur artistique. Nous lui laissons toute latitude pour intervenir. Force est de constater que préalablement, les boutographies, qui est un festival aidé par la ville, se trouvent au pavillon populaire. Personne n'a jamais rien dit. Donc, voilà, soyons honnêtes dans le jugement. Et l'exposition à Aaron Stiskin aujourd'hui est une merveille. Je m'y suis rendu samedi dernier. C'était plein. Des jeunes, des moins jeunes, des enfants. Magnifique exposition. Et celle sur Kodak sera magnifique également. Avec Gilles Morat, c'est une valeur sûre et nous ne bougeons rien là-dessus. Et nous mettrons à la disposition du pavillon populaire tout ce que la ville met habituellement au travers de son service culture, dirigé actuellement par Jean-Paul Der, ici présent. Et les expositions seront, comme d'habitude, d'excellente qualité. Sur l'espace Bagoué, dont s'occupe Duban Bursin. Et ça, c'est moi qui l'avais proposé lorsque j'étais adjoint à la culture. Nous recevrons 2 artistes montpelliérains qui n'ont jamais exposé à Montpellier. José Salès Alvela et Patrice Palacio. Le premier, Patrice Palacio, qui a eu des contacts avec les pays étrangers, avec Venise, avec le Japon, avec la Chine, et qui n'a jamais fait d'exposition à Montpellier, alors que son atelier se trouve à Montpellier. Eh bien, Dominique Thévenot me l'a présenté il y a 3 ans. Je suis allé visiter son atelier dans le quartier Gambetta. J'ai pris un plaisir fou à voir cette peinture-là. Et j'ai dit, ce garçon, il mérite largement d'être exposé sur les murs de la ville. Eh bien, on lui a proposé, il a accepté, et ce sera le prochain peintre qui exposera dans l'espace Bagoué. Il n'empêche que un grand maître du patrimoine pictural montpelliérain et du Sud, Georges Dezeuse, assurera, après Camille Descossi, après Castagnier, eh bien, la grande exposition des anciens et modernes en même temps maîtres de la peinture montpelliéraine. C'est l'esprit du Bagoué. D'abord, réparer les fractures de l'histoire, parce que beaucoup de peintres n'ont jamais exposé à Montpellier. Et nous leur avons donné leur chance. Lorsque j'ai fait venir Di Rosa, il n'avait jamais exposé à Montpellier.
Lorsqu'on a fait l'exposition Camille Descossi, il n'y avait jamais eu de grande exposition Camille Descossi à Montpellier. Il me semblait honnête vis-à-vis de l'histoire des artistes, vis-à-vis de l'histoire des arts plastiques. D'autant que Camille Descossi fut, comme vous le savez, directeur de l'École des Beaux-Arts de Montpellier, que les choses soient remises dans l'ordre. Avec l'Humann Bursin, c'est ce que nous faisons. Et nous insérons dans la programmation de Bagoué des peintres, des plasticiens contemporains. Anne de Jallet, puis Patrice Palacio, puis José Salès Albert. Et après, il y aura Mohamed Lecléty. Et il y aura Jean-Paul Bocage. Je m'y suis engagé. Voilà l'esprit de Bagoué. Ensuite, sur Saint-Ravi, eh bien, c'est Saint-Ravi, c'est la programmation, la jeune programmation, la jeune création dans la ville. Et là, c'est un programme très éclectique, avec de nombreuses expositions. À Montpellier, toutes les expositions, elles sont gratuites. Et j'ai tenu à conserver la gratuité des lieux. En début de mandat, j'aurais pu mettre un droit d'entrée sur toutes les salles. J'y ai pensé. Et dans un moment où la société vit des moments difficiles, je ne peux pas toucher à la culture. Je me suis interdit de toucher à cette culture populaire, celle où les Montpelliérains, les habitants de l'agglomération et du Sud et de la région viennent visiter les expos, viennent prendre du plaisir à Montpellier. Dans les lieux de culture à Montpellier resteront gratuits jusqu'à la fin du mandat. Et ils travailleront en partenariat avec les grands lieux culturels de la métropole que je suis en train de bâtir. Et je remercie Michel Hiller, parce qu'il a toujours travaillé avec moi, même aux temps politiques les plus difficiles, dans le respect mutuel. Mais il a toujours joué la ville de Montpellier et la métropole, sans état d'âme. Il a joué la culture contre tout le reste. Donc merci Michel. Le futur centre d'art contemporain, qui se trouvera en lieu et place du musée de la France en Algérie, dont j'ai arrêté les travaux. Et j'ai demandé aux architectes de repenser les plans pour qu'ils puissent accueillir un centre d'art contemporain. Avec Christian Fina, directeur général, nous sommes en train d'arrêter les marchés. Et les collections que nous avions acquises sont négociées actuellement à la fois par le MUSEM à Marseille, mais aussi par le musée lié à la France et à l'Algérie, qui se trouve à Perpignan. Et Perpignan, pour lequel j'ai rencontré le maire Jean-Marc Pujol, avec qui j'ai déjeuné à la mairie de Perpignan il y a une semaine. Vous savez qu'il y a un musée sur l'Algérie à Perpignan, sur les rapatriés notamment, et il s'est proposé de récupérer, si nous le souhaitions, une série de collections, au moins d'en discuter avec lui. Et c'est Bernard Travier, vice-président, qui est chargé de cela. Je vais donner la parole à Jean-Paul Montanari pour la ZAD qui se trouvera le 5 et le 6 avril au Grisette. Ensuite, je donnerai à Cédric, j'aimerais qu'il nous fasse un petit état des lieux sur les expositions, notamment celle de Sainte-Anne. Et puis, je vous dirai un mot sur la comédie du livre. Parce que la comédie du livre, cette année, sera... ça va être une très belle année. Et je vous dirai un mot du Festival du cinéma méditerranéen. Il n'est pas marqué sur mon papier, mais je vous le dirai. Parce qu'il faut en discuter. Et je vous dirai ma façon de voir. Jean-Paul. Je voulais te rassurer, vous rassurer,
le public, la population et la hantise de Montpellier Danse depuis 30 ans. Nous pensons que ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le public est au centre, contrairement à ce qu'éventuellement on peut voir de l'extérieur, mais est au centre de notre réflexion. Simplement, tout le public. Ceux qui cherchent, ceux qui aiment les choses raffinées, ceux qui aiment les grands spectacles populaires, y compris d'ailleurs les choses dans la rue dont nous avons initié depuis longtemps la présence dans les rues. Beaucoup d'entre vous, même si Montpellier est une ville où tout le monde change tout le temps, 1994, c'était Maurice Béjart sur la place de la Comédie, il y avait 6 000 personnes. Donc, on sait aussi faire ce genre de choses, bien sûr. Donc, le fait que vous m'ayez proposé la responsabilité artistique de cette ZAT m'a en fait pas vraiment étonné, bien sûr. Voilà, donc je vous en remercie. Vous dire aussi que je me suis senti surtout comme un pilote ou comme un chef d'équipe, parce que c'est un travail collectif qui a été mené sur cette ZAT. Bien sûr, l'équipe de Montpellier Danse, mais ça vous la connaissez, vous connaissez son efficacité, l'organisation de Gisèle de Puccio, Anne-Sophie Amotte pour les films, et bien d'autres. Et puis l'équipe de la ville qui a été absolument formidable, dans un moment un peu délicat. Vous voyez où c'est, les Grisettes? Vous prenez la ligne 2, vous descendez aux Sabines. Alors ça, l'arrêt est connu, l'arrêt des Sabines est connu. Puis devant vous, vous avez un étrange quartier, très bizarre, nouveau, avec une espèce de grand boulevard, qui s'intitule Rambla d'ailleurs, avec des immeubles contemporains des deux côtés de cette espèce de grand boulevard, puis vous montez, vous allez jusqu'au bout, et au bout vous trouvez une espèce de grand terrain vague, agricole, il y a de la vigne, il y a des ruines d'un ancien mât qui était là avant, il y a des arbres, il y a des tas de trucs, enfin c'est assez étrange et plutôt rigolo finalement. On s'est bien amusé à installer, spatialement et dans l'imaginaire, un certain nombre de scènes, à imaginer qu'on allait monter par là, descendre par ici, etc. C'était assez amusant à faire. Voilà. Donc, je crois savoir qu'il y a une conférence de presse spécifique à la ZAD bientôt. Les gens me regardent un peu inquiets en disant, alors la ZAD, ça va, comme si c'était une maladie d'une certaine manière, mais ce n'en est pas une, je vous remercie. Oui, la ZAD, ça va. Ça part à l'imprimerie dans les heures qui viennent. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que Montpellier Danse, 35e édition, part également à l'imprimerie dans les heures qui viennent. Donc voilà, il y a des choses qui partent à l'imprimerie, c'est prêt, c'est cuit, c'est à point, on ne va pas tarder à y aller. Voilà. Je ne sais pas si je vais tellement vous en dire plus sur la matière même, sinon si on pourrait dire qu'Amibel Cabous, qui est au premier rang là, on lui a confié une grande partie du fonctionnement de la ZAD, justement. C'est lui qui va faire des défilés, qui va faire des démonstrations, qui va faire de la musique, qui va faire plein de choses. Je lui fais entièrement confiance, il habite Montpellier, c'était une manière en même temps d'honorer les artistes qui vivent dans cette ville, il y en a beaucoup. Mais vous aurez aussi droit à des gens comme Pierre Rigal, par exemple, qui est un artiste reconnu au plan national, voire international. Et puis on s'est lié également avec des spécialistes des arts de la rue, qui amènent leur grain de sel à cette organisation, parce que en même temps, les choses dans la rue, c'est un peu, ça demande une technique, un regard, etc. Vous aurez aussi des balles, vous aurez puis de quoi manger, puisqu'on est dans le quartier des Grisettes, il y aura des confiseries, il y aura plein de choses. Enfin, voilà, on va bien s'amuser, je crois, pendant 48 heures. Des choses dans la nuit, avec des gens qui montent et qui descendent dans des tubes remplis d'eau, des projections de films contre les murs, enfin des trucs. Enfin, voilà. Donc, s'il vous plaît, ne m'en demandez pas plus. Attendons qu'on imprime, parce que quand on imprimera, ce sera certain. Et à ce moment-là, on pourra faire une conférence de presse très dans le détail. La culture à Montpellier, elle est facile d'accès, elle est gratuite, mais néanmoins, c'est une culture de qualité et les présentations, les expositions qui sont organisées sont des expositions de qualité. Et ça, je pense que c'est ce qui est très marquant. Deuxième point, on a une sorte de continuité en fait dans l'identité des sites, des lieux d'exposition qui ont su se constituer ces dernières années, notamment avec Nima Andersin, que je remercie, et Gilles Morat, qui ont su participer et créer et donner une âme à des lieux à travers les propositions qu'ils proposent. Donc, les lieux, on en a déjà parlé, hein, on a parlé de la Panacée, on a parlé du pavillon populaire, on a parlé de Dominique Bagoué, il reste effectivement le Carré Sainte-Anne. Donc au Carré Sainte-Anne,
Vous allez avoir des travaux qui sont prévus entre novembre et décembre de l'année 2015, ce qui explique que nous n'aurons que 2 expositions cette année. Nous aurons une première exposition des Léopold Gravus, qui est un jeune plasticien de 35 ans, qui a déjà exposé dans une dizaine de musées dans le monde, et qui va lui faire donc une exposition de 2 mois, entre le 27 février et le 3 mai, en partenariat avec la galerie Aeroplastics Contemporary de Bruxelles. Ensuite, nous aurons une deuxième exposition, une exposition qui a été préparée en association avec les amis du Musée Fabre et Numa Bursin pour accueillir Johanna Vasconcelos. Johanna Vasconcelos est une plasticienne de 43 ans, portugaise, qui a exposé notamment au château de Versailles des grandes installations. L'exposition aura lieu du 10 juin au 1er novembre. Elle durera 4 mois et demi. Voilà. Sur les autres lieux, la Panacée, ce qui est intéressant de voir à la Panacée, c'est qu'on a cherché à renforcer l'identité du lieu et à savoir de coller avec la création artistique du moment. Et notamment à travers le festival Tropisme, dont il y aura une conférence de presse demain matin pour présenter ce festival. Piloté brillamment comme chaque année par Régis Penalva. Cette année, nous avons choisi, vous avez l'affiche qui a été choisie, voilà. C'est une belle affiche, on la voit de loin. Alors qu'on ne m'explique pas qu'elle a les couleurs de la campagne, de ma campagne de municipale. Parce qu'alors là, il faut supprimer le soleil parce qu'il est jaune, la mer parce qu'elle est bleue et les arbres parce qu'ils sont verts. Elle sera dédiée aux littératures ibériques, notamment l'Espagne, le Portugal. Nous avons déjà fait un travail considérable avec Régis. Nous aurons des partenariats avec des grands organes de presse locaux, régionaux, nationaux. Je crois que c'est un très bel événement. Les consuls des pays étrangers sont preneurs. Nous aurons un partenariat aussi, mais nous ferons une conférence de presse pour le dire à ce moment-là, encore plus établi avec les vignerons du Pic-Saint-Loup qui participent. Le vin et l'écriture, c'est quelque chose qui est intimement lié. Et voilà, donc je ne vais pas déflorer le sujet davantage. Et nous aurons l'occasion d'y revenir. Elle se produira le 29, le 30 et le 31 mai 2015 sur l'Esplanade, comme chaque année. Voilà globalement dressé la programmation. Vous l'avez en détail dans votre dossier de presse. Est-ce qu'on peut revenir aussi dans les conditions dans lesquelles a été amenée à partir la directrice des affaires culturelles? On avait compris qu'il y avait une révolution depuis quelque temps à Montpellier. Est-ce que forcément la terreur va être forcément vendue avec la révolution? Et puis d'autres... Vous ne trouvez pas que révolution c'est un peu fort? Il y a un changement. Vous pourriez, oui, merci Guy, vous pourriez utiliser le terme de terreur aussi. Alors, je vais vous répondre. Non, juste je termine, si c'est possible. Par rapport à l'autonomie des lieux, est-ce que c'est valable pour l'Agora de la danse qui n'est pas aussi, ou qui est une république indépendante? Jean-Paul, j'ai dit, quand je suis arrivé aux commandes de la ville, j'ai dit il faudra que Jean-Paul pense à sa succession. Il y pense tous les jours. Et bien comme moi j'y pense, comme lui il y pense, et comme Madame Dano il pense aussi, et comme vous y pensez. Voilà, j'ai rien dit de plus. Et avec Jean-Paul, on a toujours conservé une relation personnelle. Vous le voyez, ça se passe parfaitement bien. Quant à l'Agora, si je peux me permettre, dans quelques jours viendront s'installer les classes de danse du conservatoire. Donc, il y aura aussi un festival de claquettes organisé par mon ami Eric Scalo. Donc tu vois que l'Agora est ouverte à qui propose des choses intéressantes et avec qui on peut installer des partenariats. En plus de notre travail habituel qui est d'accueillir des artistes du monde entier, bien sûr. Sur la deuxième partie de votre question concernant Madame Valérie Astesano, j'ai avec Madame Valérie Astesano une relation personnelle qui a toujours été excellente. Cependant, je suis maire de Montpellier.
lorsque un directeur, par écrit, envoyé au service, remet en cause ma gouvernance, il est limite de la faute professionnelle. Parce que les fonctionnaires ont un devoir de réserve. Donc voilà, je n'ai pas dit plus, je n'ai fait que constater. Et moi, je dois travailler en confiance. Pour faire de la politique, il faut travailler en confiance. Mais ça vaut un blâme, est-ce que ça vaut forcément une exclusion? Je n'ai pas exclu. Oui, enfin, il n'y a plus de responsabilité quand même. Mais je n'ai pas exclu de ses responsabilités. Madame Astezano, comme les autres cadres de la mairie, ce sont des cadres A. Quand on est un cadre A dans l'administration, on doit être capable de diriger n'importe quel service administratif. Elle n'est pas du tout exclue de la mairie. Qui c'est qui a dit ça? Oui. Changer de service, proposer une autre affectation pour le cadre A, c'est la vie normale des collectivités. Moi, j'ai été adjoint au social. Madame Mandrou ne m'a pas exclu. Elle m'a enlevé mes délégations et elle m'a proposé l'urbanisme. J'ai fait de l'urbanisme. Quand ça a été la fin de l'urbanisme, Madame Mandrou m'a enlevé mes délégations, elle ne m'a pas exclu. Et elle m'a proposé la culture. Elle m'a changé mes délégations. Il en va des élus comme il y va de l'administration. Personne n'est exclu. Mais vous savez, le changement, ça fait respirer la terre. C'est comme quand on la retourne, vous savez, pour donner un peu plus d'oxygène. Les situations, il ne faut pas qu'elles s'enquistent. L'État a parfaitement compris ça. Chaque 5 ans, les fonctionnaires nationaux, de haut vol, tournent, changent de ville. Eh bien, c'est ce que moi je fais aussi. Après les élections cantonales, il y aura un gouvernement Sorel numéro 2 à la ville. Et il y en a qui changeront de délégation. C'est quand même intrinsèquement lié à la panacée. On est quand même dans un lieu qui n'a pas d'expo pour le moment, ce qui surprend plus d'une personne. Hein. Mais la panacée, je vais vous rappeler les circonstances. La panacée, il y a eu à un moment des négociations avec le fonds Lambert à Avignon. C'est Madame Astezano qui a mené les négociations avec le fonds Lambert. Moi, je n'ai pas demandé à Madame Astezano de négocier la venue du fonds Lambert s'installer à la panacée. J'ai jamais demandé ça. Vous l'avez lu nulle part. J'ai été obligé de téléphoner au maire d'Avignon pour lui dire, Madame le maire, je suis désolé, je ne suis pas à l'origine de ça. Et elle m'a dit, Monsieur le maire, je l'ai appris par la presse, comme moi. Il y a eu 2 plus dans mes idées. J'ai compris après. Faire partir Franck Bochard, recueillir le fonds Lambert ici, transférer le numérique à la Chapelle, et ici c'était le centre d'art contemporain de Montpellier à la place du musée de la France en Algérie. Ben ça c'est pas acceptable, c'est contre ma volonté. Ma volonté c'est le contraire. C'est créer le centre d'art contemporain à la place du musée de la France en Algérie, garder la panacée et la faire passer à la métropole. La panacée passera à la métropole. Parce que c'est un centre de portée régionale et nationale sur les arts numériques. Et la Chapelle, c'est un autre problème. Qu'on ne mette pas la Chapelle au milieu. Si vous voulez que je réponde sur la Chapelle, je vais répondre et dans le détail. Mais la Chapelle, c'est un autre problème. C'était considéré. D'ailleurs, M. Denizet, le nouveau directeur, le nouveau président de la Chapelle, qui a été élu quand j'étais en Argentine, chercher mon fils cet été, c'est un patron d'une entreprise de la French Tech. Donc les arts numériques étaient prévus. Demandez à Muriel Gage de Montpellier 2, elle vous expliquera qu'elle avait déjà travaillé la programmation de spectacles numériques à la Chapelle. Je n'ai jamais donné mon autorisation là-dessus. À aucun moment. Pour moi, les arts numériques, ici, ça a été fait pour ça.
Et nous sommes les seuls en France à avoir un outil comme celui-là. Et au moment où je fabrique une métropole dont le deuxième pilier s'appelle numérique, je vais, moi, arrêter le seul centre numérique sur les arts numériques qui existe en France, mais qui est capable de penser à ça, qui ne soit perverti par des discours externes. Et donc la chapelle, le problème, c'est quoi? Mais la chapelle, ils ont fait n'importe quoi, la chapelle. Ils sont dans le rouge, à la chapelle. Voilà, ils sont dans le rouge. Et en plus, ils avaient prévu de limoger Étienne Schwartz, sans me le dire. Et pour limoger un directeur, ça coûte combien? Alors j'ai demandé au président, Monsieur le Président, est-ce que vous avez l'argent sur votre budget? Il n'a même pas l'argent pour boucler sa propre saison. Et il a engagé une procédure de licenciement en pensant que la ville viendrait et payerait comme ça. La ville de Montpellier, c'est pas une tirelire. Et la métropole non plus. C'est de l'argent public, c'est les impôts des gens. Et moi j'en suis garant. Et les Montpelliérains m'ont élu pour ça. Quel avenir prévoyez-vous pour la chapelle? À ce jour, je suis en train de me poser la question si je ne fais pas un audit. Non, parce que s'il n'y avait que ça, il y a aussi le fait que la chapelle n'est pas en sécurité par la commission d'accessibilité. Il y a aussi le fait qu'en dessous de la chapelle, la salle était occupée par des moteurs de bagnole, par des rétroviseurs, par des portières, par des pièces détachées. Personne ne m'a rien dit. J'ai envoyé la police municipale faire un rapport. J'ai envoyé la police municipale clore les lieux avec une serrure. La serrure a été détruite dans la nuit. J'ai refait un rapport le lendemain avec un procès de la police nationale. Mais on est où? Et personne ne me dit rien? Personne ne me dit rien? Personne ne le sait? Moi, je sais tout ce qui se passe au 8e étage de la mairie. J'en ai la responsabilité, je sais ce qui s'y passe. Que faire de ce lieu? Non mais attendez. Moi d'abord, je suis à la phase légale sur la chapelle. Une fois que j'aurai apuré, lorsque j'aurai une visibilité claire sur les finances, sur la sécurité, sur la gestion financière, artistique et sur l'origine des exactions que je viens d'indiquer, on parlera de l'avenir du lieu. Mais moi je ne suis pas une théorie. Vous envisagez de faire un audit sur la chapelle? On peut savoir où vous en êtes de tous les autres audits dont vous parliez au début de votre mandat? Oui, j'en ai déjà parlé, M. Dos Santos, de ça. Les audits de façon générale. J'en parlerai après les cantonales, début avril. Il n'empêche que j'aborderai 2 ou 3 audits avant les cantonales. À y être, est-ce qu'on peut aussi avoir un commentaire de votre part sur la décision assez surprenante, parce que depuis Georges Frêche, depuis 300 ans après Georges Frêche, c'était jamais vu, le fait de suspendre le concours au Printemps des comédiens. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous preniez une telle décision? Mais en fait, moi je suis garant du fonctionnement des collectivités. Le président du Conseil général nous retire 500 000 € sur l'orchestre. Le président du Conseil général gèle les fonds pour les voiries métropolitaines. Vous avez qu'à interroger les maires, même pas moi, interroger les maires de l'agglo. Ils vous montreront tous les courriers qu'ils ont du Conseil général où ils se désengagent du financement des voiries. Et là, sous prétexte qu'on passe en métropole. Chaque fois qu'on lui demande quelque chose, il répond « Allez voir la métropole ». Le concours était inscrit à l'ordre du jour, il a été retiré au dernier moment, donc c'est ça qui a surpris. Ah ben, au moins vous le savez. Il y a des méthodes, quelquefois, en politique, qui sont utilisées pour que le message passe bien. Là, en le retirant en séance, j'étais sûr que ça se verrait. Je ne l'ai pas annulé, je l'ai suspendu. Non, mais on a bien compris. Oui. Je ne l'ai pas annulé, je l'ai suspendu. D'ailleurs, je voudrais citer André Vézillet, dans son interview sur Midi Libre. Vous me le permettrez. Je fais confiance
à l'intelligence de Philippe Sorel pour régler le problème dans l'intérêt de sa ville et de la métropole qu'il préside. Voilà une musique qui est douce à mon oreille. Vous savez, le festival de basket qui n'a pas pu se tenir en Ukraine à cause des événements, que le gouvernement français, de façon solidaire, dit on va le récupérer, il propose à la Fédération internationale de basket de le reprendre. Eh bien, il demande solidairement à toutes les collectivités de participer. Je participe avec la ville, je participe avec la métropole, Damien Alary participe avec la région, et le Conseil général envoie une lettre de fin de non-recevoir. Je suis désolé, mais il y a un moment où il faut dire stop. J'ai dit stop. Justement, par rapport à ça, on a l'impression que vous êtes plus sévère avec la culture que vous n'êtes avec le sport. L'Open de tennis, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas tout à fait convaincant. Le volley n'attire plus grand monde. Et on a l'impression que c'est toujours la culture qui est remise en question, beaucoup moins le sport. Mais je parle de sport de haut niveau. Mais en quoi la culture a-t-elle été visée par cette décision? Je ne l'ai pas arrêtée, je l'ai suspendue. Et en ce qui concerne la ville et l'agglo, on a toujours financé. Ça, c'est un mauvais procès. Un procès d'intention. Sur le sport, il s'agit là d'un événement national sur l'agglo. Et le gouvernement nous demande d'intervenir par le biais du ministère des Sports. D'abord Najat Vallaud-Belkacem, puis Thierry Braillard, secrétaire d'État chargé des sports. Franchement, on était un peu contraints de le faire. La région... Alors, vous pourriez dire que la région, quand elle alloue 5 millions à l'orchestre et qu'elle met 250 000 € pour l'Euro de basket, préfère le sport que la culture. Vous pourriez dire la même chose. On ne peut pas le jauger comme ça, c'est la même caisse. Puis il y a des événements nationaux sur lesquels on se doit d'être présent. Et puis, lorsqu'on fait fonctionner l'Arena, on fait fonctionner Evans, on fait aussi fonctionner la région et la métropole. Vous voyez, tout est lié. Cinémed, je n'ai pas du tout l'intention d'arrêter Cinémed. Cinémed, c'est un très beau festival de cinéma, mais qui maintenant a besoin de se régénérer, de se rediscuter. Et vous savez la place que je fais à la Méditerranée dans le projet de la ville et de sa métropole. Pour vous schématiser, la métropole possède 2 grands terrains de jeu naturels. La grande région, c'est-à-dire Midi-Py et Languedoc-Roussillon, et puis la Méditerranée, qui est son jardin naturel. C'est pour ça que je reprends tous les jumelages avec toutes les villes de la Méditerranée, que je les réanime et que je crée celui avec Palerme, puisque nous n'avions pas de ville italienne. Et d'ailleurs, j'ai reçu l'acceptation du jumelage par Léo Luca Orlando, le maire de Palerme. J'en ai fait part au dernier conseil de métropole. Concernant le cinéma méditerranéen, nous allons le soutenir, continuer à le soutenir. Mais je veux qu'il soit rediscuté. Voilà, je veux le rediscuter et je veux mettre en place un directeur qui soit capable de le rediscuter. Tout simplement. Et je prendrai un directeur qui ne soit pas un cinéaste. Parce que ça s'appelle la gestion de faits. Et que j'ai pas envie de finir en prison. Donc on prend un directeur qui soit un directeur qui connaisse bien le cinéma. Comme le connaissait M. Bonjour, comme le connaît très bien Henri Talva. C'est pour ça que j'ai gardé Henri Talva. Parce qu'Henri Talva, c'est une institution. Ça a été l'ancien adjoint de la ville à la culture. Il est comme il est, Henri Talva. Mais pour moi, en termes de cinéma, eh bien, il a sa place dans le paysage, largement. Le ciné-club Jean Vigo, c'est Talva, c'est une institution, Henri Talva. Je l'ai reçu, je le lui ai dit. Et Henri Talva ne m'a pas soutenu. Ou alors je suis aveugle. Bon. C'est pas le problème politique. Je passe sur les problèmes politiques quand les mecs sont bons à leur place. Et qui veulent bien sûr travailler avec moi. S'ils ne veulent pas travailler avec moi, ils s'en vont.
faut avoir une vision simple des choses. Pour le cinéma méditerranéen, je m'y étais attardé l'an dernier, je n'y étais pas arrivé, mais je suis tenace, et je suis en discussion avec Isabelle Adjani, pour qu'elle vienne l'ouvrir. Il y a des tentatives sur elle. Pardon ? C'est une seconde approche ou une troisième approche. J'ai pris un râteau à la première, et je vais tenter ma chance une seconde fois, mais je vous demande, ça c'est pour rigoler, hein, c'est en dehors des... C'est off ça, mais c'est pour rigoler. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai proposé une première fois, elle était disponible parce qu'elle m'a écrit un mail très sympa. Elle était aux États-Unis, elle tournait aux États-Unis. Là, je m'y suis pris très à l'avance. Et ça fait 8 mois à peu près qu'on travaille avec Jean-Paul Vert sur ce sujet. On a eu son agent à plusieurs reprises, qui est de Nîmes, que je connais bien, et qui, grâce à M. Vert, et qui, et je pense qu'on a eu une chance pour qu'elle vienne ouvrir le festival une journée. Voilà. Alors, il y a Isis, et puis Valérie. Deux questions. La première, si la panacée passe à la métropole et que sa ligne artistique est associée au numérique, est-ce que les chefs d'entreprise de la French Tech peuvent donc compter sur la panacée pour accueillir leur mobilisation? Oui. Et deuxième question... La première réponse est oui. C'est là l'intérêt. L'intérêt, c'est que le numérique au niveau, vous avez vu les expos qui ont osé Fabre sur le numérique. Bon, ben, il peut y avoir une coordination meilleure avec cet outil, et le musée Fabre, et la French Tech, et le pilier numérique de la métropole. Deuxième question, à quand vous prévoyez la fin du chantier du centre d'art contemporain? 2017. 2017, attendez, c'est quand les élections? 2020. On va dire 2018. J'ai demandé à Sonia Kerangeven, qui est ici, qui s'occupe de la Smart City, qui s'occupe également du du Centre d'art contemporain auprès de Bernard Travier à l'agglomération et de Cédric Mossepo à la ville, de s'occuper de tout ce qui était numérique. Elle s'en occupe à la métropole. J'ai demandé à Sonia Kerangeven d'être membre du conseil d'administration de l'Institut des technosciences de l'information et de la communication de Paul Valéry, que je préside, qui est très lié au numérique. Je suis en train de monter avec la Panacée un réseau, et la question d'Isis Perk était tout à fait pertinente. Si on va faire passer la Panacée à la métropole, c'est parce que justement, ce numérique-là, celui du deuxième pilier, celui de la proximité avec les spectacles numériques qui sont donnés au musée Fabre, trouve ici un écrin naturel qui a été fait pour lui. Le projet, c'est ça. Le projet, c'est le projet de Franck Bochard, dans lequel on intègre de temps en temps une manifestation qui soit liée à l'art contemporain, mais qui soit un peu différente. C'est tout simple. Le président, M. Delisée, est venu me voir au match de rugby, à la mi-temps. Il m'a expliqué tout ça. Je lui ai dit que la ville ne payerait pas les décisions qu'il ne m'avait pas soumises préalablement. Il n'a pas regardé la deuxième mi-temps du match. À croire qu'il n'aime pas le rugby. J'ai tous les SMS réservés. J'ai tout là-dedans. Si ça vous intéresse, je vous les ferai lire. Et je vous ferai lire ceux d'Étienne Schwartz aussi, ainsi que leurs courriers respectifs de l'un et de l'autre. J'ai pas l'habitude de mentir. Quand je dis un truc, je dis on ou je dis off aux journalistes. Vous me connaissez plus encore, hein, mais je m'en parle. Regardez les financements de la chapelle. Regardez où en est l'État. Regardez où en est le Conseil général. Regardez où en est la région. Voilà. Nous, la ville, on a toujours été clean. On est toujours resté à ce niveau-là. Mais là, franchement, il y a trop de problèmes sur ce lieu.
Il y a trop de problèmes. Moi, j'attends de voir la commission de sécurité, j'attends de voir le bilan de la gestion de la chapelle en termes artistiques, programmation artistique, et en termes de personnel. Il y a du personnel. Alors on s'en fout du personnel? Non, il faut être réaliste. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'était des histoires de copinage? Pourquoi est-ce qu'on a... Ce qui s'est passé, c'est que ce lieu ici, depuis qu'il est ouvert, avait pour la gouvernance ville, avait pour la gouvernance administrative ville, le titre de Centre d'art contemporain de Montpellier. La panacée étant le nom que Henri Talva avait donné préalablement. Donc ici, M. Nissen, Mme Astésano ont toujours voulu que ce soit le centre d'art contemporain de la ville. Pour que ça devienne le centre d'art contemporain de la ville et plus la panacée, il fallait changer la nature des expositions et dégager le directeur. Je m'y suis opposé. Parce que le centre d'art contemporain de Montpellier, il se fera en lieu et place du musée de la France en Algérie. Franchement, la pétition, ça a changé quelque chose ou pas du tout? Très très franchement. Mais est-ce que dans mes propos, vous trouvez avant, après ou pendant la pétition quelque chose d'incohérent? Est-ce que j'ai toujours dit, est-ce que j'ai dit autre chose que ce que je viens de dire depuis 3 ans? Enfin, depuis qu'on est élu et que j'ai réouvert le centre d'art contemporain à la place du musée de la France en Algérie. Non. Mais on a senti un petit flottement quand même à un moment donné. J'ai dit que ce n'était pas une république libre. Mais je dis aussi que le service culture n'est pas une république libre. Et que quand j'apprends qu'il y a un service communication dans le service culture qui n'est pas le même que celui de la ville, je dis, il faut rassembler les forces. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai 4300 employés à la ville de Montpellier. Et le personnel à la ville, il pèse 60% du budget d'investissement. De fonctionnement, pardon. De fonctionnement. Vous vous rendez compte? Essayez de maintenir en vie une entreprise dans laquelle 60% du budget soit fait par le personnel. Imaginez. C'est-à-dire. Donc moi j'ai des impératifs de gestion clés des structures. La panacée était devenue, enfin il me semble, hein, je joue attention au monde de la nuit, un lieu de festif, Oui. donc un lieu d'exposition et un lieu dédié au numérique. C'est une volonté voulue par Ce lieu est un lieu qui est dédié au numérique. Panacée, c'est pas une boîte de nuit. C'est ni une boîte de nuit, ni un bar américain. Voilà, je suis clair. Eh ouais, non mais attendez, vous les recevez pas, vous les courriers que je reçois moi. La Panacée, c'est un centre d'art lié aux arts numériques. Des lecteurs et des internautes ont été choqués de trouver sur la page Facebook de la Panacée des posts de Philippe Sorel. Donc c'est quoi là? Des posts de Philippe Sorel? Oui. C'est pas moi. J'écris pas sur la Panacée. Est-ce que tous les lieux municipaux sont des... Donc comme vous dites, ne sont pas des républiques libres, Oui. mais du coup, où est la limite? Mais je ne suis pas au courant d'avoir écrit sur le fait. Je n'ai pas accès au Facebook de la Panacée. Et je le dis immédiatement, le chef de cabinet, voilà. Exactement, vous avez raison. Moi, je communique sur mon Facebook. J'ai une page Facebook, je communique dessus. Mais vos posts, on les trouve sur diverses... sur le pavillon populaire également. Hein. Sur le zoo de Lunaré, ça choque les internautes qui ne vont pas aimer la page du zoo de la Panacée. C'est pour avoir des infos sur la Panacée et pas sur... Mais enfin, ils ne sont pas signés de moi. Mais c'est Philippe Sorel. Bah, c'est Philippe Sorel qui les dit, donc... Oui, mais enfin, c'est voilà, pas... où est la limite? Donc quelqu'un écrit à ma place. Voilà.
Peut-être. Peut-être. Donc vous fermez les Facebook de tout. Voilà, c'est clair. Monsieur Fina, vous fermez les Facebook de tous les services. Mais non. Eh oui, mais non, mais attendez, personne n'a le droit d'écrire à ma place. Mais c'est pas le C'est la problème. personne qui écrit. Mais c'est la personne qui écrit qu'il faut bloquer, c'est pas fermer les Facebook. Mais j'en ai rien à foutre à personne qui écrit. D'accord. Personne n'a le droit d'écrire à la place du maire sans son autorisation, quand même. Écrire Marc Dujardin. C'est scandaleux. Comment? Ben si quelqu'un fait un post et si avec mon nom au bout, Mais il signe pas. Non, mais mais est-ce qu'il y a ma photo qui apparaît? Oui. Mais oui, c'est votre compte, je pense. c'est ce que je disais sur Et c'est pas pour ça qu'il faut fermer toute la page. Qui est relayé par les autres pages de la... Ah mais ils ont fait le copier-coller. Oui. Oui. Ah, mais là, je peux pas. Ils sont apportés. Je peux pas empêcher. Non, mais c'est partagé par la personne qui a le Facebook Philippe Sorel. Voilà. Et c'est lui. Oui, ça apparaît sur la page. Non mais attendez, C'est la... Non, mais... vous confondez avec le Facebook. Non, bientôt ça va être de l'autre. Vous confondez. Sur Facebook. Non, mais attendez, c'est très important de la question que vous posez. Vous savez que sur Facebook, il y en a un pour lequel j'ai demandé la fermeture du site. Vous êtes au courant? Il y a deux Philippe Sorel. D'accord. Celui qui est Philippe Sorel municipal, c'est pas moi. Non, c'est pas sûr. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. C'est Asdil Douer. Eh oui, non mais regardez-le, il y a son nom marqué. Si vous allez gratter sur la page d'après, il y a son nom. Et il utilise systématiquement ma page Facebook qui est reproduite sur la sienne. J'ai donc fait un dossier avec mon avocat, mais c'est infernal avec Facebook. Du coup, on n'a aucune info sur le lieu, et donc c'est sûr que ça prête à confusion. Voilà, c'est qu'une simple vitrine politique. Mais vous avez bien fait. Non, non, mais j'utilise pas ça. En plus, c'est hors la loi, on n'a pas le droit. Surtout en campagne électorale. Donc vérifiez-le parce que je ne suis pas au courant de ça. Hein? C'est quoi la Nathalie? C'est la panacée qui partage une photo. Mais elle a le droit de partager. Ah, Oui, mais non, mais ça choque les lecteurs qui se disent. Qui pensent que c'est vous qui le faites. Ils sont choqués par? Parce que quand on aime une page, c'est pour avoir des infos sur le lieu, pas sur elle. Ils passent à la ligne d'après, les lecteurs. Si vous saviez tout ce qui me choque. Non, ça va, j'ai cru que j'utilisais mon nom pour publier. Non, mais ça va, s'ils ne publient pas, si c'est qu'un partage, ça va. Je suis en train de réfléchir à la mutualisation du poste de directeur général de la culture. Je pense que je vais mettre un seul directeur général de la culture, ville et métropole. Ça facilitera la communication entre services. À propos de lieu, le hangar, il n'y a pas d'actualité parce qu'il n'y a pas de budget pour le refaire fonctionner à nouveau. Et dans le même ordre d'idée, est-ce qu'à un moment donné, vous êtes posé la question du Royal? Je ne parle pas des étages, mais du rez-de-chaussée, sachant qu'il y a un manque pour le spectacle vivant. Est-ce que ça a été envisagé à temps de reprendre le Royal? Le Royal a vécu, il y a un problème, il y a eu des problèmes de gestion interne des lieux. Nous, la ville, nous aurions la possibilité de le racheter. Peut-être je me poserai la question, mais ce n'est même pas le cas. Donc on n'a pas la possibilité matérielle de le racheter. Et sur le hangar? Sur le hangar, Bernard Travier, il travaille activement. Il m'a remis un dossier il y a une quinzaine de jours que je n'ai pas eu encore le temps de consulter, mais on regarde ça de près. Vous savez, on a récupéré plein des trucs qui étaient au milieu du chemin, et d'autres qui étaient gérés un peu à la va comme je te pousse. Monsieur Garrido, puis Valérie. Marco. Pour essayer d'en capter plus sur votre approche de la politique culturelle, et pour revenir à la panacée avec l'ambition que vous en avez des plus grandes, est-ce un parti pris que de ne jamais associer l'État sur ce genre de projet? Peut-être pas au niveau du financement, mais peut-être de l'expertise ou de la compétence. Mais non seulement la réflexion que vous faites n'est pas juste, puisque l'État est associé de façon permanente. L'État d'abord a été associé pour le financement ici. L'État a été associé par l'intermédiaire de son représentant national. La DRAC est associée de façon permanente.
à la politique de la métropole en termes d'art contemporain. Monsieur Duval, qui est présent ici, peut en témoigner. Monsieur Le Drac, monsieur Daguerre de Hérault, Madame Marcy, la représentante des arts plastiques au ministère. Non. C'est Madame Narcy ou Marcy. Isabelle. Ah, c'est ça. Isabelle. Voilà. Voilà. Et nous l'avons reçue à plusieurs reprises. Elle nous aide sur la conception du centre d'art contemporain à la place du musée de la France en Algérie. Lorsque Aurélie Filippetti était ministre de la Culture, elle était en relation permanente avec moi au téléphone. Non, et avec le préfet, et avec le DRAC, ce sont des... Vous savez, l'État, en termes de culture, sur des structures comme l'art contemporain, sur la musique, est associé en permanence. On fait des réunions récurrentes avec le DRAC. Parce que c'est un lieu en régie directe, donc l'État, il est consulté ou il participe, enfin à quel titre? Je ne savais pas que l'État participait à la réflexion ou au fonctionnement, je ne sais pas. Vous avez vu que pour le centre d'art contemporain, j'ai demandé à ce que soit intégré dans la programmation du futur centre d'art contemporain 2 structures. Le FRAC, le Fonds régional d'art contemporain, pour lequel je viens de recevoir un avis favorable de M. Allary. J'avais l'intention d'en parler au prochain conseil de métropole, mais l'occasion est trop belle vu votre question. Et la convention avec Beaubourg, que Bernard Travier est en train de discuter avec Beaubourg. J'ai demandé aussi qu'il y ait un responsable, un directeur, les secrétaires génériques du directeur, qui soit déterminé sur le futur centre d'art contemporain, à la fois par la métropole et par le ministère de la Culture. Donc on a d'excellentes relations en étant, mais je ne peux pas tout faire, voilà, il faut peu de temps. Vous savez, ça fait 10 mois, hein. Ça fait 10 mois, la ville, l'agglo, la métropole, French Tech, le pôle métropolitain, on ne chante pas. Hein. D'ailleurs, demandez aux Montpellierins dans la rue, ils vous le diront. Je n'ai qu'un thermomètre, la rue. Vous en êtes tous pas Alex, pas Alex. Avec les responsables d'I Love Techno et Family. Vous en êtes tous Nickel. C'est-à-dire, on a débouché sur quoi? J'ai proposé à Picnic Family un nouveau lieu. Ils réfléchissent. Mais on n'est pas loin. Je ne peux pas le dévoiler sinon. Excusez-moi, je voulais rebondir là-dessus. Là, excusez-moi. Oui, il y a Valérie Marceau. Je voulais rebondir justement sur I Love Techno. On devait être un petit peu absent au cours de l'annulation en décembre. Ben parce que ça a été annulé, j'étais absent. Pardon? J'étais absent parce que ça a été annulé, sinon j'avais l'intention de gagner. On n'a pas entendu votre réaction. On a senti l'organisateur un peu seul à se décrire avec tout le monde. Attendez, l'organisateur, c'est la région, par l'intermédiaire de Evans. C'est sur la commune de Pérols. Et je vous montrerai le soir, pour éviter les débordements, ce que j'ai fait au téléphone, en direct avec Péragin. Voilà, mais ça je ne l'ai pas dit à la presse, je ne peux pas tout dire à la presse. Parce qu'après on va m'expliquer que je monopolise la parole, que je fais des conférences de presse 3 fois par jour, etc. Et juste un dernier truc par rapport, je veux connaître un petit peu votre avis sur la programmation de HTH. J'ai entendu de Rodrigo Garcia, Mais moi j'apprécie beaucoup Rodrigo Garcia. Il y a des pétitions qui circulent sur Internet, on demande l'annulation de certains spectacles. Bon, écoutez, on va être clair là-dessus. D'abord, j'apprécie beaucoup Rodrigo Garcia. J'ai déjeuné avec lui, c'est un type formidable, je m'entends bien avec lui. Voilà, j'ai trouvé que sa programmation, oui je sais qu'il y en a qui ont crié parce qu'il y avait un assassinat de homard en spectacle. Bon, je dis, un homard c'est moins gros qu'un taureau.
Oui, ça c'est une boutade, ça s'appelle. Hein. Non, il faut raison garder. Il faut raison garder. Il y a des hamsters aussi qui sont jetés dans Il provoque. Il provoque. La provocation. Et mais c'est bien aussi que l'art provoque. Vous n'avez pas répondu sur l'avenir d'I Love Techno. Ouais. Sur L'avenir d'I Love Techno. Alors sur I Love Techno, je dois avoir. J'avais rendez-vous avec M. Campagna. Il a annulé parce qu'il ne pouvait pas. On doit remettre le rendez-vous là immédiatement. Dans les jours qui arrivent. Et moi je lui ai dit que j'étais d'accord. Et le maire de Pérol aussi. Et lui Ben, j'attends sa réponse. Mais il faut une jauge qui soit compatible avec l'ARENA, si vous voulez. Parce que 30 000 personnes, quand il n'y a pas les conditions de sécurité, c'est pas possible. Il faut une... C'est pas... Oui, c'est ça, 30 000. Il faut une jauge qui soit compatible. Ou alors on le fait en plein air. Comme veut faire un pique-nique famille. Donc les 3 sites que nous avons proposés à pique-nique, c'est 3 sites en plein air. Ok. Et je vous le dirai quand ça sera. Et ensuite, on a proposé à Tohubohu, j'ai proposé à Tohubohu, ou le Pérou, ou la place de la mairie. Et je pense que la place de la mairie est plus favorable. Et ils l'ont accepté. Donc Tohubohu se fera sur la place Georges Fèche. Donc Tohubohu, I Love Techno qui est en discussion, pique-nique. On a parlé de homard à propos d'animaux, le zoo est fermé en... J'espère que vous écrirez que je suis un père à techno. Le zoo est fermé en pleine vacances scolaires actuellement, ce qui est un peu ballot. C'est le 6e jour de grève, quel issue vous voyez? Nous sommes en discussion avec les syndicats depuis plusieurs jours. On va voir comment on fait. Mais je ne dis pas plus sur le... voilà, c'est en discussion. Hier, nous avons eu encore une réunion avec Christian Fina, cette discussion. Oui. Bonjour Clara, comment percevez-vous l'avenir de la techno en Montpellier? Est-ce que le maintien de cette culture électronique est une volonté des autorités municipales et régionales? C'est un oui sans réserve. Je vous l'ai déjà expliqué. Tohubohu, nous avons trouvé la place Georges Fèche qui la convient, devant la mairie, je ne peux pas faire mieux. Hein? En plus, c'est mieux que sur la place Dionysos dans laquelle il se trouvait, qui était une petite enceinte toute maigrichonne. Là, c'est une grande place. C'est au vu et au sud de la ville, avec les arrêts de tram devant. Ensuite, sur Picnic Family, qui est un concept de techno dans la journée, nous leur avons proposé, ils cherchent pour ici installer un lieu qui, comme à Gramont, était un peu ombragé. Je leur ai proposé 3 lieux. Ils sont en train de réfléchir. Mais à mon sens, il y en a un sur lequel ils ont déjà un peu flashé. Et le 3e festival, I Love Techno, j'attends le retour de M. Campagna pour lequel, à qui j'ai proposé un rendez-vous et j'attends son... Est-ce que vous avez essayé d'influencer la décision du maire de Pérol, étant donné que le maire précédent avait maintenu le festival? Madame, le maire de Pérol, il observait la loi. Et le préfet, qui avait la possibilité de passer au-dessus du maire de Pérol, ne l'a pas fait parce qu'il a lui aussi observé la loi. La commission de sécurité, et ce sont les pompiers de la commission de sécurité qui ont donné un avis défavorable. Et là-dessus, quand il y a un avis défavorable, c'est fini. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ou alors vous dites, j'ai pas entendu la commission, monsieur, allez-y. Et s'il y a un problème, c'est le maire qui part en tôle. Voilà. Et je ne pense pas que Jean-Pierre Rico avait envie de finir à Villeneuve-les-Baguelottes, même si ce n'est pas très éloigné de Pérol. Juste un peu avant les élections, il y a eu une tentative dans le jeune cours, avec l'initiative de Bureau des Arts et des Territoires. On a vu des œuvres sur le jeune cours, donc avec l'avènement du musée d'art contemporain rue de la République. Est-ce que ce ne serait pas l'opportunité de pérenniser cette manifestation et d'amener plus de vie dans l'artère par de la gare, effectivement jusqu'au
l'initiative qui avait été menée par l'atelier Art et Territoire, c'est une initiative qui avait été financée par la ville lorsque j'étais adjoint à l'urbanisme et qui avait un but, c'est de valoriser l'espace public sur le Jeu de Paume en relation avec l'ensemble des travaux qui allaient s'y faire, notamment liés au tramway et à la réfection de l'ensemble des devantures. C'était une appropriation de l'espace pour donner à cet espace une nouvelle orientation et de nouveaux usages. C'était ça le but de Art et Territoire. Lorsque le tramway va circuler sur le Jeu de Paume, il va libérer de façon latérale des espaces tout à fait propices à l'exposition et à l'urbanité, c'est-à-dire des terrasses de restaurants, des bars, des lieux où la vie se fait dans la rue. Là, oui, on peut faire de l'art. Mais faire de l'art sur un boulevard qui n'est pas utilisé, c'est dommage. Il faut aussi qu'il soit vivant. Donc, je pense que d'autres idées... C'est l'opportunité de le faire, justement, de rendre... Mais on ne le fait pas. Mais on ne fait pas. Lieu en amenant Oui, mais ça, c'est un point de vue d'intello. Moi, je suis pragmatique. Quand je circule sur le Jeu de Paume et qu'il n'y a personne, si vous mettez 4 œuvres d'art, oui, vous aurez les amateurs d'art, mais vous n'aurez pas le peuple. Il faut aussi qu'il y ait le peuple. Vous voyez ? Il faut aussi qu'il y ait les usages de l'espace public. Et les usages, les conforter, les amener par là, si vous voulez, les proposer, il y a des propositions. Mais le fait de mettre 4 sculptures, fût-elles magnifiques et monumentales, à moins évidemment, si vous mettez l'arbre vert là comment il s'appelle, le sextoy énorme. McCarthy. McCarthy, voilà. Ouais. Si vous mettez McCarthy sur le Jeu de Paume, là vous risquez de faire en Flores. Mais sinon, ça va être compliqué, c'est très large. Le boulevard est très grand. Et pour habiter avec des œuvres d'art un boulevard comme celui-ci, il en faut énormément. Mais, effectivement, mais là, on ne va pas ouvrir le débat maintenant, parce que ce n'est pas forcément le temps pour le faire. Mais il y a des exemples multiples où précisément l'art, en réinvestissant des lieux un peu paupérisés, un peu désertiques. Oui, mais il faut qu'il s'accompagne d'une action d'urbanisme. Oui. Oui. Et là, c'était pas le cas. C'est le cas. Il y a le musée Fabre qui arrive. Non, mais aujourd'hui, le musée d'art contemporain. Oui, aujourd'hui, c'est le cas. Mais c'est pour ça que j'ai retardé Art et Territoire. Je les ai retardés au maximum parce qu'il faut que ce soit concomitant avec l'action d'urbanisme. Vous voyez ? Quand c'est trop écarté, c'est un peu dans le désert. C'est dommage. Concernant l'accueil des tournages, est-ce que vous avez des projets éventuels, peut-être notamment le AI dont on parlait il y a longtemps Oui, le AI est un site adéquat pour le cinéma. C'est pas le seul, hein, parce que toute notre région est propice au cinéma. Je vous rappelle le film Suzanne qui a été tourné en grande partie ici. Dimanche. Oui, ah oui, voilà. J'ai reçu à la mairie les producteurs. Oui, ici nous sommes une région de cinéma aussi, propice au cinéma. C'est pour ça que le Festival du cinéma méditerranéen, j'ai pas du tout envie de l'arrêter, au contraire, de le soutenir. Lié à notre territoire qui est assez vierge en termes de cinéma, et avec la Méditerranée, qui est notre jardin naturel. Vous voyez, nous sommes, comme le fut PACA, nous sommes aujourd'hui une vraie terre de cinéma. Et il faut s'en donner les moyens, le bureau d'accueil de tournage en est un, mais il y a aussi toute l'action qui est menée par notre cinéma municipal Nestor Burma, mais le site de l'EAI, pour moi, s'il y a une connotation particulière culturelle à maintenir, elle sera liée au cinéma. On avait envisagé, il y a quelques années, il y a quelques mois, la fameuse Cinecittà, parce que des studios voulaient s'installer, des studios parisiens voulaient s'installer, nous ont contacté avec Sophie Benanto, nous avons fait plusieurs visites sur le site, qui est très intéressante. Vous savez,
des rues comme ça, avec des casernes et tout, c'est bon pour les westerns. Et alors? Ça s'est pas fait alors? Ben, pour le moment, ça ne s'est pas fait, mais on est en discussion. Il y a toujours des gens qui viennent nous demander. Il y a un studio de Palerme qui nous a contactés pour pouvoir s'installer à Montpellier. Vous voyez, voilà, c'est en train de se faire, mais on ne peut pas... Et ça serait sur le terrain de l'EI? Ça pourrait. D'ailleurs, il n'y a pas un tournage en ce moment, l'EI? Si, il y a Depardieu. José d'ailleurs. Je le vois mardi. On est mardi. C'est demain? On est mardi. Non, c'est aujourd'hui. Non, c'est tout à l'heure. Ah non, c'est demain que je vais le voir, c'est demain. C'est mercredi alors. Qui dirige les opérations actuellement pour préparer le cinéma justement? Alors c'est d'abord, il y a eu plusieurs discussions qui ont été établies entre la direction générale de la ville et de la métropole et Henri Talon. Monsieur Pava directement. On peut risquer une question beaucoup plus, enfin deux, même plus politique directement. Là, on a compris que vous étiez très impliqué dans les cantonales. Qu'est-ce que vous inspire le scrutin de dimanche dans le Doubs? Le PS a sauvé son siège d'un iota. Quel pronostic vous faites pour les cantonales? Et puis j'aimerais bien aussi être personnel connaître votre avis sur la victoire de Syriza, qui est le pire jour pour l'Europe, d'après un ami à la métropole, le maire de Castello, qui s'est exprimé comme ça en disant que c'était le pire jour. Un jour noir pour la métropole. Comment vous l'avez vécu, la victoire de Syriza? Oui, moi, il ne m'a pas étonné, parce que ce soit Podemos en Espagne ou que ce soit en Grèce, il y a des mouvements citoyens qui s'organisent parce qu'il y a une certaine impuissance des citoyens face à un pouvoir éloigné, et pour ces deux pays-là, une très grande place laissée à la corruption. C'est compliqué, c'est des pays compliqués. Mais il ne faut pas penser que ce phénomène-là, moi, ça a donné un peu d'air dans la politique. Après, il va falloir voir ce qui se passe maintenant, parce que c'est après, avec l'Europe, avec la liaison avec les autres pays, avec les problèmes internes à régler, parce que c'est bien de se faire élire, mais après, il faut régler les problèmes. Donc moi, j'ai pris ça comme un message plutôt... me concernant positif, parce que nous, ce que nous allons faire à Montpellier, c'est une liste citoyenne en dehors des partis politiques. Donc c'est plutôt assez proche de ce que nous avons fait dans l'esprit. Après, sur le fond même politique, nous on est plutôt sociodémocrates, ils sont plutôt gauche-gauche. Mais chez nous, nous avons des gens du fond de gauche dans notre liste. Jean-Pierre Grand parle d'un FN d'extrême gauche. La FM d'extrême gauche, c'est l'objet de son tweet. Oui, moi mon tweet, j'ai pas tweeté là-dessus, mais j'ai invité Podemos à la Comédie du Livre. Sur les cantonales et sur l'élection législative du Doubs, l'élection législative du Doubs, elle a montré, une fois de plus, la faillite des partis politiques traditionnels. Et je dis, comme j'ai tweeté, qui a été repris par mon Télé Plus ce matin, la liste citoyenne reste le seul vrai rempart au FN. Parce que c'est une liste républicaine qui n'est pas dans des structures partisanes, pas dogmatique, souple. Nous avons maintenu, nous, le FN, à 9% aux élections municipales. Il pourrait faire son entrée au Conseil général? Il pourrait faire son entrée au Conseil général. Alors justement par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a parlé de Facebook, vous avez un adjoint qui tape régulièrement sur le PS, un ancien du PS d'ailleurs, qui tape régulièrement sur le PS. Est-ce que c'est la bonne stratégie de taper sur le PS ou pas? Est-ce que c'est bien de tirer sur ambulance en clair? Le groupe PS du conseil municipal de Montpellier, lorsque j'ai été élu maire de Montpellier, j'ai été opposé à France Jamais du Front National. Le groupe PS s'est abstenu. Voilà. Je crois que ça se passe de tout commentaire. La culture, on n'a pas du tout entendu Anaïs Danon et Cédric de Saint-Jouin sur ces grands sujets qui les concernent. Pardon Cédric, mais on a su que c'était difficile
de se positionner, de s'épanouir pleinement en tant qu'élu à la culture, ce qui n'est pas une question, situation importante quand même, la représentation d'un élu sur un tel secteur. Donc comment ça va entre vous? Enfin, c'était la question. Si elle était fâchée, elle ne serait pas là. Absolument. Il faut d'abord savoir une chose, c'est que moi, je n'ai jamais remis en cause les décisions qui avaient été prises par Philippe Sorel, par le maire, parce que ce n'est pas de mon ressort, et j'ai absolument aucun jugement sur toutes ces décisions. D'abord, je remercie Philippe de m'avoir nommé comme adjoint à la culture au moment des élections, et j'ai pris moi-même beaucoup de plaisir à découvrir en fait tout ce monde de la culture, parce que j'ai découvert beaucoup d'acteurs, des passionnés, des gens extraordinaires qui sont complètement dans ce qu'ils font. Et je me suis énormément investi. Donc aujourd'hui, moi j'ai pas de soucis particuliers. Évidemment, on voit qu'il y a des changements qui sont organisationnels, mais il n'y a aucun problème de fond ou d'antagonisme de fond entre Philippe Sorel et moi à ce jour. Voilà, je reprends ses propos, je fais un copier-coller, comme sur Facebook. Question à Madame Danon, peut-être, quelle est sa marge de manœuvre ici, dans ce lieu? En sachant quand même, je voudrais ajouter quelque chose, c'est compliqué pour des élus qui n'ont jamais fait de politique, qui n'ont jamais travaillé dans des collectivités territoriales, d'avoir un jugement très précis sur le fonctionnement des administrations. C'est difficile, même pour les élus qui sont là depuis un moment. Alors, lorsqu'on arrive, qu'on a une autre culture, une culture de chef d'entreprise, comme Cédric, ou comme d'autres, ben c'est compliqué de tout voir d'un seul coup sur les fonctionnements même de l'administration. Oui, voilà, donc voilà, il faut donner du temps au temps. Et puis, c'est bien qu'on ne soit pas tous lisses comme des pots de mangue. Il faut qu'on soit un peu rugueux, voilà, c'est normal, c'est bien comme ça. On est une liste citoyenne, on n'est pas... c'est bien que chacun ait sa personnalité. Donc, question à Madame Danon qu'on n'a pas entendue, concernant sa marge de manœuvre ici par rapport à la municipalité. Alors, déjà, merci pour la comparaison entre Cédric de Saint-Jean et moi-même, mais on a deux fonctions complètement différentes. Je ne fais pas du tout partie de l'équipe exécutive autour de Monsieur le maire. Donc, je suis directrice d'établissement sur la PANAC. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'à la PANAC, on a déjà mis beaucoup de dispositifs de médiation et d'accueil du public en place. Il y a notamment beaucoup de groupes scolaires qui sont accueillis, également un travail avec des associations du territoire. Et donc toutes ces choses-là vont être poursuivies au service du projet artistique et culturel qui a été proposé par Franck Bouchard. Vous avez le détail dans le dossier de presse. Et donc il y a trois expositions d'ailleurs qui sont programmées, qui n'ont pas été abordées, mais vous pourrez découvrir dans le détail dans le dossier. Vous pourriez repréciser votre position par rapport aux internationales de la guitare? Elle est facile, il faut arrêter les frais. Voilà. Donc plus du tout de subvention. Voilà, il faut arrêter les frais. Vous avez parlé de votre intention de pourquoi pas faire annuler Dieudonné, c'est un néo. C'est toujours votre volonté. Et est-ce que ça va se faire ou pas? La volonté de faire annuler la venue de Dieudonné au Zénith en mai. Alors, oui, vous avez vu que j'avais été exprimé sur le sujet, je l'ai déjà fait lorsque j'étais adjoint à la culture. Cependant, vous savez aussi qu'il y a des lois. Et donc, je respecte la loi. Mon intention, c'est celle-ci, mais je respecte la loi. Il y a des arbitrages en ce moment importants pour la culture, oui. Parce que mine de rien, on va voter un budget en mars, avec une incertitude ou en tout cas des baisses sur la dotation de l'État. Est-ce que ça va impacter? Ça impactera tous les budgets. Autrement dit, est-ce que le budget de la culture sera en baisse? Tous les budgets de la ville seront impactés. Et tous les budgets de la métropole seront impactés. Nous avons 13 millions de dotations en moins sur la métropole. Et nous avons 13, j'allais dire 12, mais c'est 13 millions à trouver aussi à la ville. C'est-à-dire 26 millions que nous avons moins. Donc tout va être impacté, on va réduire. Vous avez vu qu'il y a des théâtres qui ferment, vous avez vu tout ça.
des théâtres qui ferment, à Paris, à Lyon. Vous avez vu qu'à Lyon, Collant a été obligé d'arrêter le financement d'un théâtre. Nous, nous avons un très beau théâtre, ici, qui d'ailleurs est hors d'eau maintenant, en France, qui a repris, et je m'excuse de ne pas avoir été présent pour la réouverture, mais j'y viendrai le plus vite possible. Voilà, tous les budgets vont être impactés, mais pas que ceux de la culture, ceux du sport, c'est la même chose. Tous les budgets. Tous. De combien? L'urbanisme. Je vous dis, il faut trouver 13 millions d'euros à la ville, il faut trouver 13 millions d'euros à l'agglomération, à la métropole. D'autant que j'ai promis aux Montpelliérains de ne pas augmenter les impôts à la ville et à la métro. Et que pour l'instant, nous nous y tenons. Voilà. Merci à tous.